L'œil de l'expert ce matin, c'est Loïc Dombreval. Bonjour. Vous Bonjour. êtes avec nous en Zoom. Vous êtes député La République En Marche des Alpes-Maritimes. Vous venez de publier Barbarie chez Michel Lafon. Vous êtes vétérinaire également. C'est important pour notre sujet. Dans ce livre très fort, vous dénoncez la barbarie avec laquelle sont traités nos animaux parfois pour des raisons souvent économiques. Là, on parle des abattoirs, mais aussi sur ces traditions comme sont certains zoos, certains cirques, et vous estimez qu'il faudrait aujourd'hui qu'on commence à vraiment prendre à bras le corps cette question de la maltraitance animale. Cela dit, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous faire entendre, Loïc Dombreval. Bonjour. Bonjour. Du mal à me faire entendre, je ne crois pas. Je crois que les choses ont vraiment beaucoup évolué année après année. Je parlais politiquement. À l'Assemblée, au Sénat, vous avez déposé un projet de loi et force est de constater qu'au Sénat, c'est compliqué. Mais c'est vrai que les choses ont changé. Une proposition de loi a été débattue à l'Assemblée nationale et votée à la fin du mois de janvier. C'était déjà quelque chose d'assez inédit. Jamais on n'avait passé 3 jours à l'Assemblée pour parler de ces questions. Ça veut dire qu'il y a un début d'écoute quand même sur ces sujets. Maintenant, c'est vrai que je vois le temps qu'il faut pour que cette loi soit enfin débattue au Sénat, et cela m'inquiète un petit peu. Et je l'ai dit d'ailleurs récemment avec un certain nombre de collègues, on aimerait bien que le Sénat se dépêche et que le gouvernement se dépêche également pour mettre à l'ordre du jour du Sénat cette proposition de loi pour qu'elle revienne et qu'elle soit votée rapidement courant 2021. Ce serait auquel cas une avancée importante et la France rattraperait un retard immense qu'elle avait préalablement avec d'autres pays européens. Alors on est vraiment en retard. On a vraiment quels sont les exemples des pays justement qui sont en avance, ou en tout cas qui ont pris les choses en main, et qu'est-ce qui est différent de ce qui se passe en France? Quelques exemples très simples. L'Angleterre qui a aboli la chasse à courre depuis très longtemps, et ce qui fait qu'en France, nous avons des équipages de chasse à courre anglais ou allemands d'ailleurs qui viennent chasser à courre sur le territoire français. Ouais. Le territoire de Catalogne, la province de Catalogne qui a interdit la corrida. Ouais. De nombreux pays européens qui aujourd'hui ne pratiquent plus la chasse à la glu, alors que la France est encore en retard sur cette question. Ouais. Les Anglais qui ont équipé tous leurs abattoirs de vidéos l'année dernière. Enfin, je pourrais citer comme ça toute une liste de sujets. Non, mais c'est intéressant de voir très les concrets. Ouais. Sur lesquels on a effectivement beaucoup de retard. Oui, la chasse à la glu, les delphinariums, l'élevage intensif. Et qu'est-ce qui fait qu'on ait autant de retard ou qu'il y ait autant de freins? Ce sont les lobbies, comment vous l'expliquez? Parce que je pense qu'une majorité de Français est sensible à la cause animale. Je pense qu'effectivement, une immense majorité de Français est sensible à cette cause. Je pense que les politiques ne les écoutent pas assez. Je pense que les politiques ont pris des décisions à un moment pour faire en sorte que, par exemple, nos paysans, nos agriculteurs produisent plus vite, produisent moins cher, et qu'aujourd'hui, on se rend compte des effets collatéraux, des dégâts collatéraux liés à ce mode de production. Je pense aussi qu'on vient d'un pays qui a été, comment dirais-je, marqué par Descartes, et qui, lui, considérait que l'animal était une machine, pas plus qu'une machine, pas plus qu'une chose. Je pense que ça a durablement, comment dirais-je, ancré un certain nombre de croyances dans les esprits des intellectuels français et de nos décideurs. Et je crois aussi qu'il y a effectivement des lobbies. Clairement, ça existe. Et c'est pas un gros mot d'ailleurs, mais qui défendent les intérêts, effectivement, de ceux en particulier pour lesquels on a incité, nous, politiques, à, encore une fois, je le répète, produire plus vite et moins cher. Et aujourd'hui, ils disent, écoutez, vous êtes bien gentils, mais si vous voulez qu'on change de modèle et qu'on fasse une transition vers une agroécologie, ouais, vers une agriculture qui respecte plus l'animal, ça va nous prendre du temps, ça va prendre de l'argent, donc vous allez nous aider. Et en ce sens, ils ont raison. Ils ont raison. Simplement, effectivement, ça prend du temps. Et d'un côté, on a des abolitionnistes, ou des véganes abolitionnistes qui veulent absolument qu'on arrête systématiquement et d'emblée et très rapidement l'élevage intensif. Et puis de l'autre côté, on a tous ces protecteurs des animaux qui, eux, considèrent que ça ne va jamais assez vite et qu'il faut aller toujours plus vite. Il faut trouver des équilibres dans tout ça et faire des transitions. C'est ça qui est compliqué. Est-ce que les choses ont changé dans les abattoirs? On voit régulièrement des vidéos par cette association qui régulièrement dénonce la maltraitance. À chaque fois, on nous dit les choses vont changer et ces caméras ne sont toujours pas là. Alors... Moi, j'ai défendu un amendement pour expérimenter la vidéo dans les abattoirs en 2018 dans le cadre de la loi Egalim. Cette expérimentation vient aujourd'hui se terminer.
il va y avoir un déploiement, c'est inévitable, de cette vidéo dans les abattoirs. Ça va prendre encore du temps, mais ça va se déployer. Aujourd'hui, les images qui sont montrées par l'association que vous évoquez, ce sont des images qui ne décrivent pas la réalité, mais qui décrivent une réalité. Il ne faut pas généraliser ces pratiques, heureusement, mais elles existent, et le fait même qu'elles existent pose un vrai problème. Et donc, d'ailleurs, vous voyez, c'est absolument extraordinaire, ces images qui sont tournées clandestinement, et parfois sont hors la loi, sont utilisées par les ministres eux-mêmes pour prendre des arrêtés d'interdiction ou de fermeture de ces abattoirs. Donc on est dans un espèce de schéma complètement hypocrite, où on marche sur la tête et où, au fond, ce sont des images illégales qui servent à prendre des arrêtés qui, eux, sont légaux. Voilà, en tout cas, sur la question de la vidéo, on avance, on va avancer. Et par exemple, dans le plan de relance, on a plus de 200 millions d'euros pour équiper les abattoirs, les rénover, les restructurer et les équiper de vidéos. Est-ce que vous avez le sentiment parfois que ce discours, votre discours, votre engagement pour la protection des animaux est desservi par certains qui sont à l'extrême et qui sont pris pour des illuminés? On en a eu l'exemple la semaine dernière sur un plateau de télévision. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parfois il y a des ayatollahs d'un côté et de l'autre, et qu'on a du mal à trouver ce juste milieu. Il y a le sujet, dans votre livre, encore une fois, Barbarie, aux éditions Michel Lafon, que je recommande en tout cas pour tous ceux qui se préoccupent de la maltraitance animale. 19, vous évoquez, je crois que c'est 19, c'est ça, situation de maltraitance animale. Il y a la tauromachie, et la tauromachie, sujet ô combien difficile et polémique et clivant. On est soit pour, soit contre. Il y a rarement de juste milieu. C'est vrai, je valide complètement vos propos, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ceux qui pensent soutenir la cause avec des pratiques qui sont des pratiques violentes, radicales, extrémistes, comme on peut le voir sur ces agriculteurs, sur ces bouchers ou sur d'autres, desservent la cause. Ils desservent la cause parce que derrière nous, les députés qui travaillons sur ces questions, ou les sénateurs qui travaillons sur ces questions, on est tout de suite assimilés à ces gens-là. On est soupçonné d'avoir un agenda caché qui en fait veut imposer le véganisme à l'ensemble de la Terre, enfin des choses qui sont complètement abracadabrantes, mais qui en réalité effectivement nous mettent en difficulté. Et c'est ces équilibres qu'il faut trouver pour trouver des majorités. Elles ne sont pas simples à trouver dans les hémicycles. Ces équilibres où on dit il faut avancer, on est d'accord qu'il faut avancer, on est d'accord pour dire qu'on n'est pas obligé de maltraiter un animal de sa naissance à sa mort, et que sur tous ces points-là il faut avancer, mais l'avancer en transition. Sans précipiter les choses et sans braquer les uns contre les autres. C'est en particulier en ce moment de plus en plus compliqué dans notre pays. Question d'une auditrice qui demande ce que vous pensez de la réintroduction du loup, de l'agonie des brebis et autres animaux dans effectivement cette vision qui est de réintroduire un certain nombre d'espèces dans la nature. Je pense que cette auditrice se trompe. Le loup n'a pas été réintroduit en France. Il a traversé la frontière italienne au niveau des Alpes-Maritimes il y a environ une vingtaine d'années, mais il n'a pas été réintroduit. Et quand on commence déjà à parler du loup, vous voyez, Madame l'expert, eh bien, ça commence déjà par cette question-là, avec certains qui disent le loup a été réintroduit, c'est un scandale, et d'autres qui disent, un peu plus scientifiques en général, qui disent non, il n'a pas été réintroduit, il est venu d'Italie, il a retraversé la frontière. Mais déjà d'emblée, on a un braquage. Ensuite, la question qui se pose, c'est la cohabitation de façon générale entre les espèces sauvages et l'espèce humaine. C'est ça la vraie question. Elle se pose aussi sur le sanglier, sur l'ours, sur le lynx, sur plein d'autres espèces. Est-ce qu'on veut conserver une part de sauvage, une part d'animalité sauvage dans notre relation à la nature ou pas? Et si on veut la maintenir, elle doit s'organiser absolument. Question sur l'abattage rituel également de la part d'un auditeur, puisqu'on sait qu'une grande majorité il y a une grande majorité des abattoirs qui pratiquent selon le culte musulman, selon le rite musulman, et il n'y a pas d'étourdissement des animaux, si je ne dis pas de bêtises, et que parfois les animaux sont égorgés directement. Exactement. Là encore, hypocrisie, je dirais. En France, on n'a pas le droit d'égorger un animal pour le tuer et pour le manger ensuite sans l'avoir étourdi préalablement, sauf si c'est un abattage rituel. Abattage rituel, kasher ou halal, musulman ou juif. En France, cet abattage donc se fait sans étourdissement, on égorge l'animal et on le laisse se vider de son sang. Excusez-moi, on est tôt le matin, mais c'est la réalité. Et effectivement, ça se passe comme ça, et c'est un abattage qui est absolument terrible. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que dans d'autres pays dans lesquels cet abattage est pratiqué, kasher ou halal, eh bien, on a cet étourdissement, il est pratiqué. Donc, on est en train d'essayer de travailler à faire en sorte de trouver des compromis justement avec le rite, avec les juifs, avec les musulmans, pour essayer de voir si on ne pourrait pas trouver des solutions malgré tout qui permettraient de diminuer
significativement les souffrances de l'animal. Le travail est en cours dans un comité spécifique dédié à cette question, mais il y a là effectivement une vraie question de souffrance animale qui est parfois incompréhensible parce qu'encore une fois, certains pays pratiquent cet étourdissement alors qu'en France, ça n'est pas le cas. Question sur les animaux domestiques, sur les élevages de chiens, sur la vente d'animaux. C'est un sujet très important. Moi, je sais que c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'essaye d'alerter les gens sur ce sujet, de ne pas acheter ces chiens qui viennent des pays de l'Est. J'ai une amie à qui c'est arrivé, sa fille a acheté un chien qui s'est avéré avoir des problèmes dès l'âge de 5 mois parce que ce sont des chiens qui sont pas sevrés, qui sont parfois consanguins. Là aussi, il y a beaucoup à faire sur cette vente d'animaux par des réseaux plus ou moins mafieux. Oui, vous savez que le trafic d'espèces, sauvages, mais enfin, en fait des animaux, c'est le 3e trafic dans le monde, après les armes et la drogue. Bon, en tout cas, pour ce qui concerne les animaux de compagnie, c'est vrai qu'on a un trafic absolument avéré qui vient des pays de l'Est, ce sont des animaux non sevrés, ça pose un vrai problème. Le vrai problème en réalité, c'est la façon avec laquelle on les acquiert. Animalerie ou site internet en France. C'est essentiellement comme ça que ça se passe. Et moi, je suis pour une beaucoup plus forte régulation de ces questions-là. J'ai proposé un amendement qui interdit la vente en animalerie d'ici 2025. Et je souhaite également que sur Internet, on puisse légiférer pour faire en sorte que seuls les professionnels avérés, avec une carte de professionnel, puissent vendre les animaux, en l'occurrence les éleveurs ou éventuellement les refuges de protection animale. Bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On va essayer de faire passer cette loi sur l'animalerie en 2025, la fin de l'animalerie en 2025 dans notre pays. C'est le cadre de la proposition de loi sur la maltraitance qui a été votée à l'Assemblée. Et puis pour ce qui concerne les sites Internet, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a un trafic avéré avec des animaux qui sont en très mauvais état, qui sont parfois pas vaccinés contre la rage, alors même qu'ils viennent de pays qui ne sont pas indemnes de rage. Enfin, bref, toutes ces questions compliquées qui font qu'à la fin, on a des abandons. Et l'objectif, c'est effectivement d'avoir une possession agréable, responsable. Ça dure 15 ans, c'est un vrai morceau de vie avec un animal, et faire en sorte que ça ne se termine pas par un abandon. C'est ça l'objectif de cette question de la résolution des trafics. J'ai lu que vous étiez surnommée la Brigitte Bardot, le Brigitte Bardot de l'Assemblée nationale. Vous y voyez quoi dans ce surnom, du mépris, ou vous le prenez comme un hommage ? J'y vois du mépris, mais je le ressens comme un hommage. Ouais. J'y vois du mépris, évidemment, mais je le ressens comme un hommage parce que Brigitte Bardot, on en dit ce qu'on veut. Il y a des avis qui sont très partagés sur cette dame, mais on ne peut pas dire le contraire. Elle a eu sa vie dédiée à cette question. Elle a fait avancer beaucoup de choses depuis très longtemps. C'est elle, par exemple, qui a contribué au fait qu'on doive étourdir un animal avant de l'égorger. C'est par exemple, et plein d'autres choses. Elle investit son énergie, son temps et son argent. Elle a une équipe qui est fantastique. Et elle fait avancer extraordinairement les choses. Donc voilà. Comment on peut vous aider, Loïc Dombreval ? Bon, déjà acheter votre livre Barbarie chez Michel Lafon pour prendre conscience, même si on se dit oui, parfois ils sont excessifs. Le livre est très factuel dans ce que vous racontez sur la condition de certains animaux dans certains cirques. Encore une fois, il ne faut pas globaliser, mais comment on peut vous aider à avancer sur ces questions-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être à vos côtés ? Cette émission comme ce matin, merci Madame l'expert de m'avoir invité parce que c'est important. Vous avez énormément d'auditeurs et ils vont écouter tout ça, et ceux qui ne sont pas encore sensibles vont le devenir. Il faut également participer aux pétitions, il faut être actif sur les réseaux sociaux, il faut pousser tout cela, mais calmement, vous voyez, sans énervement, sans irritation, sans violence, en faisant en sorte que le discours autour de la cause animale devienne un discours politique, calme, structuré, raisonné, parce que c'est comme ça qu'il avancera. Et les choses avancent. Il y a déjà eu, vous l'avez rappelé, quand même un certain nombre de choses qui ont changé. Merci beaucoup, Loïc Dombreval, d'avoir été avec nous. Votre livre Barbarie est paru chez Michel Lafon. Merci d'avoir été avec nous.